Sumatra, la plus grande des îles indonésiennes, possède une biodiversité inestimable, un trésor aujourd'hui menacé par l'activité humaine. Urbanisation massive, déforestation, culture invasive de palmiers à huile et braconnage mettent en péril des équilibres biologiques complexes, de plus en plus fragiles. Pour y remédier, le gouvernement indonésien a créé de vastes parcs nationaux dans les années 90. Cependant, la protection des grands animaux ne se fait pas sans mal, car il faut aussi tenir compte des hommes installés aux frontières de ces aires réservées à la vie sauvage. Une cohabitation qui s'avère souvent difficile pour les éléphants, les tigres, les rhinocéros et même les pacifiques orang-outans, qui en sont malheureusement aussi les victimes. C'est un problème majeur, puisque ces 4 espèces, toutes endémiques de Sumatra, sont en danger critique d'extinction. Comment gérer les conflits de territoire entre hommes et animaux? Quelles sont les solutions pour protéger les uns et les autres? Y a-t-il une chance de sauver ces derniers grands représentants de la vie sauvage? Pour essayer de trouver des réponses à ces questions, Yves Lefebvre, naturaliste passionné, nous invite à le suivre dans son voyage. Entre patrouilles d'élite et militants engagés, partons à la rencontre d'hommes qui vouent leur vie à la cause animale. Yves commence son voyage dans le parc national de Waikambas, l'une des plus importantes réserves biologiques du monde. Elle abrite une forêt de plaine, une des dernières d'Indonésie. Une rareté qui lui vaut d'être placée sous la haute protection des autorités. Harry, un guide animalier réputé pour sa grande connaissance des espèces, va l'aider à découvrir ce sanctuaire. Quelle est la superficie de la réserve? Environ 130 000 hectares. Et combien d'éléphants sauvages y a-t-il encore ici? On estime qu'il en reste aujourd'hui 200 au maximum, peut-être moins. Je rêve de voir un éléphant sauvage de Sumatra. Je vais essayer de réaliser ton rêve alors. Mais tu dois savoir que les éléphants de forêt sont extrêmement dangereux. Harry est un enfant du village et il semble connaître la réserve comme sa poche. Je suis heureux de l'avoir choisi comme guide car je ne me serais jamais aventuré seul ici. Après ce labyrinthe de branchages, je découvre avec joie une vaste plaine lumineuse. C'est un incroyable contraste avec la jungle qui nous entoure. Nous sommes dans une des dernières forêts de plaine équatoriale de Sumatra, une zone abritant une biodiversité d'une grande richesse. Venir ici n'était pas simple, mais la récompense est au rendez-vous. Approcher un si grand troupeau est rarissime. Les éléphants sans cesse chassés ou repoussés par les hommes supportent mal les luttes de territoire et peuvent devenir très dangereux. Ils tuent plus de 600 personnes par an dans le monde, dont une dizaine à Sumatra. Ces grands animaux, intelligents et astucieux, viennent souvent piller les cultures à la tombée de la nuit. Une perte financière, mais aussi un danger possiblement mortel pour les villageois.
Ce sont des tours d'observation? Oui, pour voir venir les éléphants. Si protéger les pachydermes est aujourd'hui une nécessité écologique, les humains doivent aussi assurer leur propre sécurité. Creuser des fossés pour stopper les animaux avant qu'ils n'arrivent aux cultures et aux villages semble être une bonne solution. Tu vois, quand les éléphants touchent les bidons, ils tournent. Alors ils ont peur et repartent dans la forêt. Je comprends qu'ils soient effrayés, c'est très inquiétant. Et oui, ils repartent. Grâce à ce système rudimentaire mais ingénieux, les paysans espèrent éviter les confrontations avec les éléphants. Tu vois, ici commencent les plantations. Ah oui, du manioc. Oui, et du manioc et aussi des arbres à caoutchouc. Tu vois, les éléphants sauvages arrivent de la forêt, traversent le fossé et passent par ici pour aller piller les cultures. La richesse de Sumatra est essentiellement agricole. Ici, en bordure du parc national, les parcelles très morcelées sont axées sur une polyculture qui offre une niche écologique très riche, mais aussi très fragile face à l'appétit des éléphants sauvages. Un paysan nous offre son point de vue. En Europe, les éléphants sont seulement dans les zoos. Ici, à Brikambas, ils sont partout, dans la forêt, dans les champs. S'ils viennent dans nos champs pour se servir un peu, alors ce n'est pas grave, mais s'ils mangent tout, alors là, on pleure. Cet homme fait preuve de générosité et de bon sens. Il accepte de partager une partie de sa maigre récolte, car il est heureux de savoir les éléphants en liberté dans son pays. Une liberté qui implique de fréquentes interactions avec les animaux et parfois même des situations imprévues. Un éléphant sauvage est en danger de mort. C'est une femelle. Hier soir, à la tombée de la nuit, son petit a glissé dans ce fossé destiné à protéger les cultures. En voulant lui venir en aide, elle s'est retrouvée prise au piège dans la boue. Une unité de rangers, The Elephant Response Unit, dont le rôle est de gérer les situations de crise avec les éléphants sauvages, a réussi à sauver l'éléphanteau, mais n'a rien pu faire pour extraire du marécage la mère furieuse et apeurée. Les cornacs ont confié la garde du petit rescapé à leurs éléphantes qui veillent sur lui. Mais ces mamans de substitution ne peuvent remplacer la sienne. La situation est très grave. Si elle n'arrive pas à sortir de la vase rapidement, elle va mourir. Son petit, pas encore sevré, sera alors condamné. Il est bientôt midi. Le soleil est brûlant. Cela fait maintenant 18 heures que cette mère est en détresse. Malgré sa panique, elle essaye de se nourrir dans un dernier sursaut d'énergie. Pour les cornacs, c'est un signe alarmant. Elle est épuisée. Dans l'espoir d'obtenir une ultime réaction, ils amènent l'éléphanteau auprès de sa mère. Mais la maman semble perdue. Elle ne réagit même plus à l'appel de son petit. Les cornacs doivent agir, coûte que coûte.
L'éléphante est à bout de force. Résignée, elle semble vouloir se laisser mourir, noyée et étranglée. Conscients de la mort imminente de l'animal, les rangers tentent le tout pour le tout. Ils engagent un de leurs éléphants dans ce redoutable piège de boue. Un risque énorme. Tenant à peine debout, la survivante tente de fuir le monde des hommes. Profondément choquée par ce qu'elle vient de vivre, elle en oublie même son petit. Ces retrouvailles inespérées font le bonheur de tous. Je viens d'avoir une démonstration de la complexité des relations entre l'homme et l'animal. Des paysans et des rangers ont mis leur vie en péril pour sauver des éléphants piégés dans un fossé justement creusé pour les empêcher de venir piller leur culture. Un paradoxe. Et une leçon de courage qui me donne l'envie d'en savoir plus sur cette unité spécialisée de rangers. Notre rôle, c'est de lutter contre le braconnage et le trafic de l'ivoire. Mais nous intervenons aussi sur tous les problèmes liés aux éléphants sauvages. Bien sûr, nous tentons de protéger les gens et leur culture, mais aussi de répondre à tout type d'incidents, comme ce matin avec cette femelle piégée dans un canal. Pour nous, c'est un boulot normal. On aime les éléphants. J'ai rencontré Tony, mon partenaire de travail, avant ma femme. Il fait partie de la famille. Nous autres cornacs sommes attachés à un éléphant pour la vie entière. C'est ma première femme, en quelque sorte. On fait tout ce qu'on peut pour eux. Regarde, en cette période de sécheresse, ils adorent prendre une douche, comme nous. Ce rafraîchissement est particulièrement apprécié par les pachydermes, car cette année, la saison des pluies a un mois de retard. Une situation préoccupante pour les animaux sauvages.
Une longue rivière traverse pourtant la réserve, mais ironie du sort, la mer toute proche rend ses eaux trop salées pour être consommées. Les rangers du Sumatran Tiger Team alimentent des points d'eau comme ils le peuvent. Leur mission au sein de cette unité d'élite est de protéger le tigre de Sumatra. Avec une population estimée à moins de 400 individus, l'espèce est en voie d'extinction. Si l'essor de la population humaine et la destruction des forêts sont en partie responsables de ce déclin, le pire fléau reste le braconnage. Peau, dents et os sont des articles très prisés en médecine traditionnelle et se négocient plus cher que l'or à travers toute l'Asie. Pour tenter de sauver l'espèce, le gouvernement associé à des ONG a mis en place ces unités de rangers spécialisées et entraînées comme des commandos. Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Leur chef, Alim, explique à Yves comment il est possible de tirer profit de la sécheresse tout en aidant la faune sauvage. Tu vois, dans cette forêt très dense, il est difficile de voir un animal. Mais en apportant de l'eau, nous les attirons devant des caméras qui se déclenchent automatiquement à leur passage. C'est une super technologie pour nous. Cela permet de faire des comptages approfondis pour beaucoup d'espèces que nous n'aurions jamais la chance d'apercevoir autrement. Mais pourquoi elles sont attachées et blindées aux caméras? Parce que les braconniers tentent de nous les voler, d'y mettre le feu ou tout simplement de les casser. Quelquefois, ils coupent l'arbre, tout simplement. Et combien de caméras comme celle-là avez-vous dans le parc national de Wakambas? À présent, nous en avons une cinquantaine à peu près qui sont installées. 50 caméras? Oui, 50, sur tout l'ensemble de la réserve. Et des vidéos de tigres, t'en as eu? Oui, il y en a même un qui est passé devant cette caméra il y a 2 jours. Des photos et des vidéos. Waouh! Un tigre est passé juste ici? Oui. Waouh! C'est possible de voir les images? Bien sûr. Viens avec moi. Regarde. Incroyable. Et t'as d'autres choses à me montrer? Au même endroit? Oui. Tu vois, nous avons réussi à identifier 35 tigres à Wakambas. Ce sont des animaux solitaires et chacun a son territoire. Alors, on leur donne des noms. Là, tu vois, c'est Mayang. Et tu sais quoi? Elle vient d'avoir 2 petits. Ouais, c'est formidable, ça. Si la naissance de tigrons confirme les résultats positifs obtenus par les équipes du Sumatran Tiger Team, les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour protéger les espèces en danger ne s'arrêtent pas là. Un sanctuaire insolite a été créé dans le parc national de Wakambas. Il offre une deuxième vie à des éléphants secourus dans différentes régions de Sumatra, où les forêts de plaine, essentielles à leur survie, ont disparu. Malheureusement, la plupart resteront captifs. En effet, les éléphants sauvages vivent en familles unies, dirigées par une femelle dominante, et les jeunes reçoivent une éducation qui permet la vie en groupe. En détention, les animaux ne connaissent plus que les règles sociales que les hommes leur inculquent. Relâchés de main, ils pourraient se montrer violents entre eux ou représenter un danger pour les villageois.
Alors, pour que les éléphants supportent leur captivité, les cornacs leur offrent chaque jour une grande balade dans la réserve, histoire de garder la forme. Vient ensuite la partie thalasso, si l'on peut dire. Un long bain accompagné de massages et de soins de peau attentionnés. Les pensionnaires semblent aux anges. S'il est regrettable de voir ces animaux en captivité, il reste une lueur d'espoir. Des réintroductions d'éléphants captifs sont en cours d'expérimentation en Thaïlande. En cas de succès, il est possible que certains des pensionnaires du sanctuaire de Waikambas retrouvent un jour leur liberté. En attendant ces éventuelles remises de peine, l'heure du repas est arrivée. Là encore, les géants sont choyés, individuellement. La nourriture est copieuse et livrée à domicile. Dans le sanctuaire, les éléphants sont rois. Ils bénéficient même d'une clinique privée où ils sont pris en charge au moindre problème. Un simple manque de vitalité et le patient est immédiatement remis sur pied à coups de vitamines et de soins attentifs. Ces protections mettent en évidence les efforts du gouvernement indonésien qui, aidé par des ONG, tente de garder une population d'éléphants la plus saine possible. C'est l'assurance de maintenir un réservoir génétique de qualité pour préserver une espèce en voie d'extinction. De nouveaux animaux, victimes de la déforestation ou du braconnage, rejoignent régulièrement le sanctuaire et alimentent ce patrimoine. C'est le cas de Yeti, un éléphanteau dont l'histoire tient du conte de fées. Pris dans un piège et abandonné par sa famille, il a été découvert par les rangers de l'Elephant Response Unit. Il n'était pas encore sevré, mais par chance, une éléphante du sanctuaire a immédiatement accepté l'orphelin. Depuis, elle ne quitte plus le petit des yeux et lui enseigne pour le meilleur et pour le pire tout ce qu'un éléphant doit connaître pour améliorer son quotidien. Ici, comment se rafraîchir ingénieusement avec ce que l'on a à portée de trompe pendant cette terrible canicule. Aujourd'hui, un anniversaire très spécial est organisé. Un banquet a été dressé en l'honneur de Yeti. On fête la 3e année de sa nouvelle vie au sanctuaire, même si dans celle-ci, la présence des chênes le tient éloigné de cette liberté qu'il n'aurait jamais dû perdre. Ici, entouré de sa nouvelle famille, le petit rescapé devrait être à l'abri de la convoitise des braconniers et du commerce international de l'ivoire. Pourtant, contre toute attente, le danger reste présent. Interrompant brutalement la fête, un feu de brousse vient de se déclarer à quelques centaines de mètres. Attisé par le vent, il prend rapidement de l'ampleur et les moyens mis en œuvre paraissent désuets. Malgré le peu de matériel à leur disposition, les hommes ont triomphé. Le feu a épargné la forêt. À Waikambas, pendant la saison sèche, c'est très fréquent. Oui, presque tous les jours. Ah, c'est consternant.
Quel dommage, ce magnifique serpent est mort. Ces incendies, allumés par des braconniers, ont pour but d'amener les cervidés sur les repousses. Ils perturbent l'ensemble des animaux, mais aussi les tigres, qui ne trouvent plus assez de proie et peuvent alors attaquer le bétail, voire l'homme. Pour faire face à cette situation, un important travail de reforestation a été mis en place. Les arbres choisis répondent à plusieurs critères. Ce sont des essences à croissance rapide, peu sensibles au passage des incendies. Par ailleurs, elles représentent une parfaite alimentation pour les rhinocéros. Au centre de reforestation, je rencontre une autre victime du braconnage, Kimoun, un jeune siamang, une espèce de singe proche des gibbons. Confisqué par les rangers alors qu'il allait être vendu sur un marché, il a été remis en liberté mais continue toujours de rendre visite à ses anges gardiens. J'ignore s'il a conscience que les hommes avec lesquels il entretient des rapports familiers sont en train de participer à la reconstruction de son habitat, mais il semble très intéressé par leur travail. Une nouvelle forêt pour toi, mon ami. Ces aires de plantation offrent un biotope propice à toutes les espèces et une nourriture abondante à un autre animal emblématique de l'île. Avec des populations respectives supposées ne dépassant pas 80 individus, le rhinocéros de Sumatra, comme celui de Java, sont les deux grands mammifères les plus menacés au monde. Les cornes, très prisées sur le marché chinois, peuvent se commercialiser au prix invraisemblable de 30 000 $ le kilo. Des tarifs qui font les beaux jours des acteurs du braconnage. 5 unités de rangers ont été mises en place dans le parc de Waikambas pour la protection des rhinocéros. Rahman, chef de patrouille, donne ses instructions avant le départ en forêt. La mission, comme toujours, sera périlleuse. Un face-à-face avec des braconniers lourdement armés représente une menace réelle. Ces hommes courageux constituent l'un des derniers remparts contre l'extinction totale d'une espèce qui évolue depuis 400 millions d'années. La saison des pluies vient de commencer. À peine avons-nous mis pied à terre que je réalise que cette aventure ne sera pas qu'une partie de plaisir. Le terrain gorgé d'eau est difficile et la patrouille se déplace vite. Rahman décide de monter ici le campement à partir duquel nous rayonnerons ces prochains jours. Si je pense que cet abri sommaire suffira à nous protéger des pluies diluviennes, je doute de son efficacité en ce qui concerne les moustiques. Quant aux tigres et aux éléphants, je préfère ne pas y penser. Le camp installé, nous partons à la recherche du descendant des rhinocéros laineux. Il est si rare que ce serait déjà une chance de découvrir des traces de son passage.
Marcher avec les pieds mouillés est pénible, mais être couvert de sangsues est une chose à laquelle je vais avoir du mal à m'habituer. Je déteste ces vampires des eaux troubles. Amis des animaux, bienvenue dans la forêt de Wekambas. Si cette piste tracée par les éléphants nous permet une progression facile, j'essaye d'oublier ma répulsion pour ces horribles suceuses de sang qui pullulent et les mycoses qui menacent mes doigts de pied. Tiens, regarde. Les éléphants sont passés là. Et ils ont cassé les caméras. Ce sont eux qui ont fait ça? Eh oui. Mais comment font-ils pour les casser? Bah tu sais, ils les arrachent et ils marchent dessus tout simplement. Hein. Ah oui? Voilà, bah cette fois encore, ils nous en ont cassé 2. 2 caméras cassées? Eh ben... La matriarche détecte le système de prise de vue, puis le signale aux membres de sa famille. Cette manifestation inattendue met en évidence la méfiance et le sentiment conflictuel que les éléphants éprouvent à l'égard de l'homme. Si les pièges photographiques permettent de saisir des images étonnantes, il faut de toute évidence se faire beaucoup plus discret pour essayer de voir des animaux dans cette forêt primaire. Nous optons pour le silence radio. Un groupe de siamangs se déplace dans la canopée. Peut-être que parmi eux se trouve notre ami Kimoun, le rescapé. Après la toilette matinale et un petit déjeuner copieux, nous repartons sur les traces du rhinocéros. Rahman me fait découvrir cette liane. Elle peut sauver la vie d'un homme égaré dans la forêt. Elle contient une eau délicieuse et presque fraîche malgré les 35 degrés affichés. Une information précieuse à noter dans mes carnets de voyage. Ce sont les empreintes d'un rhino? Oui, oui. Il est passé là il y a 3 jours peut-être. 3 jours? Le travail des rangers ressemble à celui d'une police scientifique. Mesure de la taille de l'empreinte pour déterminer l'âge de l'animal et son sexe, photo d'identification, positionnement GPS, tout est scrupuleusement noté et archivé. Quelques centaines de mètres plus loin, une autre bonne surprise nous attend. Tu vois ici, il y en a un qui a mangé des feuilles. Mais cette fois, il s'agit d'un jeune. C'est un rhino? Oui, oui. Tu sais, on reconnaît les différents individus à leurs empreintes. Et celle-ci, c'est au moins la 5e fois qu'on les voit. Un autre? Un bébé avec sa mère? Vous avez déjà vu ces traces 5 fois? Oui,
Et à leur taille, on sait que celui-ci a à peu près 3 ans. Je suis vraiment heureux d'apprendre cette nouvelle. La présence de jeunes est un signe plutôt prometteur pour l'espèce, ce qui confirme l'efficacité des mesures mises en place pour la protection des rhinocéros. Tu vois les déjections là? C'est encore un rhino? Oui, un rhino. Il est passé là il y a 2 jours peut-être. Et vous pensez que vous en avez encore combien de rhinocéros de Sumatra en tout? 23. On en a quand même perdu un qui a été braconné il y a quelques années. Braconné? Oui, braconné. Mais comment on braconne un rhino? Avec un piège ou avec un fusil? Avec un fusil. Un fusil de chasse? Depuis un arbre sur une plateforme? Oui, c'est ça. Tu restes dans l'arbre et tu tires depuis là-haut, c'est ça? Oui. Et tu as déjà vu une plateforme dans un arbre? Oui. C'est malheureux à dire, mais les braconniers, en faisant des affûts mortels, voient plus de rhinocéros que les patrouilles qui les protègent. Raison supplémentaire pour les rangers d'être fiers de la cause qu'ils défendent par leur travail dangereux et éprouvant. Grâce au programme de conservation, le dernier braconnage aurait eu lieu il y a 5 ou 6 ans. Mais les efforts pour tenter de préserver l'espèce ne s'arrêtent pas là. L'Organisation de conservation des rhinocéros d'Indonésie, YABI, a créé un enclos de 100 hectares qui abrite une population de 7 individus. Ils sont suivis par des vétérinaires qui leur ont même donné des noms. En 2012, Ratu a donné naissance à Andatu. Et en mai 2016, à Dilaile. Pour améliorer cette dynamique et le brassage génétique, un mâle de 8 ans, Harapan, a même été rapatrié depuis le zoo de Cincinnati en 2015, dans la perspective qu'il devienne rapidement un participant actif du programme de reproduction de son espèce. Son nom est prometteur, puisqu'en indonésien, Harapan veut dire espoir. Sur le chemin du retour, des empreintes sur la route m'interpellent. L'ingénieux système de défense censé protéger le village et les cultures est détruit. C'est l'œuvre d'un mâle solitaire. La rencontre est impressionnante. Je devrais partir. Mais ce contact exceptionnel est un tel privilège que l'émotion l'emporte sur la raison. Il accepte ma présence. C'est un cadeau inestimable. Pourtant, cet éléphant venu se nourrir dans les champs est un autre témoignage du conflit homme-animal. Si le tigre, le rhinocéros ou l'éléphant de Sumatra ont de plus en plus de difficultés à trouver leur place face à la pression anthropique, une 4e espèce de l'île connaît également des interactions difficiles. Mais cette fois, il s'agit d'un hominidé, comme nous, l'orang-outan. Pour en savoir plus, je m'envole pour Kedah, une petite ville située en bordure du parc de Gunung Leuser, pour rencontrer Mr. Jali. Cet homme est devenu un personnage mythique dans sa région car il a voué sa vie à la cause des orang-outans. Très jeune, j'ai été confronté aux problèmes de déforestation et aux difficultés que connaissent les animaux pour survivre à la réduction de leur habitat. Face à cette extermination programmée des orang-outans, j'ai décidé d'agir.
J'ai créé cet éco-lodge en bordure d'un de leurs derniers territoires. Ainsi, je peux recevoir des touristes désireux de les rencontrer. Et en développant un écotourisme responsable, j'offre des emplois à la population locale et comme ça, les gens n'ont plus à déforester pour planter leur culture. En créant une économie circulaire, Mr. Djali protège à la fois les orangs-outans et leur environnement, mais également les hommes et leur pouvoir d'achat. Il engage des porteurs et les convertit à l'écologie pour qu'ils puissent devenir guides à leur tour. Le terrain abrupt rend notre progression difficile. Mon guide Nassir écoute la forêt. Ses yeux semblent voir au-delà de la densité des feuillages. Il piste les orangs-outans, attentifs aux moindres signes laissés par leur passage. Un simple reste de fruits nous permet bientôt de nous rapprocher du gourmand qui est passé par là. Nous sommes tout près du but. Mais apercevoir les grands singes au sommet des arbres gigantesques dans lesquels ils se réfugient n'est pas simple. Orang-outan, mot d'origine malaise, veut dire « homme de la forêt ». Il désigne 3 espèces différentes, l'une vivant à Bornéo et les 2 autres à Sumatra. Ces cousins proches de l'Homo sapiens que nous sommes comptent eux aussi parmi les animaux les plus menacés de la planète. Primates comme nous, ils sont extrêmement intelligents et partagent près de 97% de notre ADN. Leurs populations déjà fragilisées sont tragiquement très lentes à se reconstituer, car une maman orang-outan ne peut donner naissance qu'à 4 ou 5 bébés dans sa vie. Les petits sont très dépendants. Ils tètent jusqu'à 6 ans et ont besoin d'être soigneusement éduqués pour pouvoir assurer leur survie et celle de la prochaine génération. Les femelles, par exemple, sont totalement incapables d'élever un petit si elles ne bénéficient pas de l'expérience de leur mère. Or, comble du malheur, ces dernières sont aussi victimes d'un effroyable trafic. Des acheteurs riches et sans scrupules sont prêts à les faire tuer pour s'approprier leur progéniture comme animaux de compagnie. Un sacrilège et un double meurtre, car le jeune orang-outan finira la plupart du temps par succomber à la séparation maternelle. Le territoire des orang-outans s'arrête ici, brutalement. Au cours des 20 dernières années, 12 millions d'hectares de forêt ont été déboisés à Sumatra, soit près de 50% de la superficie de l'île et 80% de l'habitat des orang-outans. J'ai ici, à Kedah, une illustration de ce combat mené par les hommes pour conquérir de nouveaux territoires. Ces quelques hectares de plantations de tabac ou de cacao, qui rapportent juste de quoi survivre à des fermiers qui n'ont pas d'autres ressources, réduisent et fragmentent l'habitat de la faune sauvage.
Les singes de ces forêts résiduelles ne trouvent plus suffisamment de nourriture et font alors des incursions dans les champs pour y voler des céréales ou des fruits. Une situation qui génère bien sûr de nouveaux conflits entre l'homme et l'animal. Le combat de Mr. Jali est exemplaire. En tentant de limiter les tensions, il protège à la fois les hommes et les animaux. Sa passion est un modèle pour les nouvelles générations. Et comme il se plaît à le dire, dans ces forêts, il y a des orang-outans et des gibbons, pourvu que nos enfants puissent continuer à prononcer ces paroles. Et puisque l'on parle de jeunesse, avant de terminer mon voyage, je veux absolument rencontrer un autre personnage engagé dans un combat identique. Il s'appelle Joko et lui n'a pas encore 30 ans. Le jeune homme habite dans la périphérie de Bukit Lawang, une ville rendue touristique grâce à la présence des orang-outans, mais aujourd'hui complètement encerclée par des plantations de palmiers. Joko a assisté impuissant à une déforestation massive au profit de rendements agricoles destructeurs. Mais un jour, il a décidé d'acheter un terrain au bord de la rivière qui délimite le parc national, avec une raison précise. Au milieu de cette propriété se trouve un endroit inaccessible, un grand rocher où s'accrochent désespérément quelques arbres géants. C'est un précieux refuge pour les derniers orang-outans qui survivent encore en dehors de la réserve. Un radeau isolé au milieu d'un océan de palmiers. C'est magnifique chez toi, t'as une vue splendide. Tu vois en face, c'est la jungle et la réserve. Alors les orang-outans viennent souvent chez moi. Ah. Et combien d'entre eux tu as compté sur ton gros rocher? En comptant le bébé qui est né cette année, 26. Ils sont nombreux. C'est pourquoi je plante des arbres pour eux, des marantis. Ah, des marantis. Oui, c'est bon pour les orang-outans. Ils aiment y grimper parce que les branches sont suffisamment solides pour ces singes. Ils sont balèzes et plutôt lourds, tu vois. En plus, ces arbres poussent vite. Ils sont gros comme ça en 15 ans seulement. Alors je fais pousser de jeunes plants. Les marantis ou les figuiers sont très importants pour les orang-outans. Ils aiment manger les jeunes feuilles le matin et aussi les fleurs. Mais ils adorent aussi cet arbre pour faire le nid dans lequel ils vont passer la nuit. Mon projet est de planter un maximum de jacquiers et des figuiers. Les singes adorent leurs fruits. S'ils le mangent chez moi, ils ne seront pas en conflit avec les paysans des plantations voisines qui le cultivent aussi. Tu sais, les fruits sont de plus en plus rares dans la région, car ici, maintenant, tout le monde plante du palmier pour l'huile. C'est une véritable catastrophe écologique pour toutes les espèces. L'activité touristique engendrée par les orang-outans a été supplantée par d'autres intérêts économiques. Autour de la ville, des plantations de palmiers à huile s'étendent sur des milliers d'hectares. Une industrie dévastatrice, en plein essor. Cette monoculture tue la biodiversité et rend les sols stériles. En Indonésie, 20 millions de personnes vivent du palmier, qui rapporte 20 fois plus que le riz et 10 fois plus que le soja. Combattre l'ardeur des agriculteurs qui détruisent toujours plus de forêts pour pérenniser leurs revenus est devenu une gageure. Pourtant, Joko continue à défendre son territoire et fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les hommes de la forêt. Je suis chez moi, je veux me battre pour continuer à vivre avec ceux que je considère comme des cousins. Tu vois, il y a un sentier à côté du grand rocher sur lequel ils se réfugient. J'ai mis un panneau, c'est fermé aux motos, elles font peur aux orang-outans. Vous pouvez passer, mais en marchant. Et à quelle heure les orang-outans viennent de la forêt pour se réfugier sur le Batu Kapal? Ils arrivent sur ce gros rocher, le Batu Kapal, avant la tombée de la nuit. Comme ça, ils ont le temps de faire leur nid. Ah, ok. Tiens, regarde là-haut.
Les orang-outans adorent les fruits et mangent aussi des feuilles, des fleurs et même des insectes. Les mères doivent enseigner aux petits ce qui est comestible et les cycles de fructification de nombreuses espèces de végétaux. Cela évite de gaspiller une énergie précieuse à chercher de quoi se nourrir au hasard. Mais ici, à la frontière entre forêt et plantation, la situation est problématique. Les orang-outans qui ne trouvent plus à manger risquent d'être en situation permanente de conflit avec les paysans. Joko, inquiet pour leur avenir, fait son possible pour que sa propriété devienne une continuité du parc national et pour que les hommes de la forêt y trouvent nourriture et protection. Souhaitons que les orang-outans comprennent son message et n'aillent plus visiter les champs des paysans. Au cours de ce voyage, j'ai pris conscience des enjeux sociaux et économiques qui menacent 4 espèces endémiques de l'île de Sumatra. J'ai constaté à quel point les actions menées par tous ces hommes pour la protection de la nature sont plus importantes que jamais. Leur engagement pour tenter de sauver ces animaux mérite respect et considération. Mais leur combat, loin d'être gagné, devrait nous inciter à réfléchir sérieusement sur les problématiques d'un futur de plus en plus incertain pour de nombreuses espèces. Les équilibres biologiques complexes qui régissent la vie sur Terre sont fragiles et interconnectés. Et si l'on en croit la théorie de l'effet papillon, il est aujourd'hui grand temps pour chacun d'entre nous d'avoir conscience que nous sommes tous acteurs de ce futur fragile. Il ne tient qu'à nous de le rendre plus solide ou de le voir s'effondrer.